Qui veut échanger sa femme avec moi? La phrase a jailli de sa bouche comme un crachat dans un verre de champagne. Il l'a criée, pas simplement dite, en levant son bras haut au-dessus des têtes, comme un animateur de foire. La musique a continué une seconde, puis j'ai senti l'air changer, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre sur le froid. Des rires ont éclaté trop fort, trop rapides, puis ils se sont étranglés. On a entendu le cliquetis d'une cuillère contre un verre. Une femme a toussé. Quelqu'un a murmuré mon prénom, mais si bas que je n'ai pas su si je l'avais vraiment entendu. Je suis restée assise, droite, les mains posées sur ma jupe, comme on m'a appris à le faire quand j'étais jeune. Ne pas faire de vagues, ne pas gâcher l'ambiance. J'ai senti mes joues se colorer malgré moi. La honte, ce n'est pas un mot, c'est une chaleur qui monte, qui traverse la gorge, qui pique les yeux. Et le pire, c'est qu'elle ne vient pas seulement de l'autre. Elle vient aussi de soi, de cette vieille habitude de se demander « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mon mari a ajouté, hilar, en balayant la salle du regard. « Allez, ne faites pas les timides, elle est encore solide, hein ?» Et il a tapoté mon épaule comme on tapote le capot d'une voiture qu'on vend. J'ai levé les yeux vers lui. Il portait sa chemise blanche du dimanche, celle que je repassais encore jusqu'à l'an dernier, avant de me dire que je n'étais pas sa domestique. Son visage était rouge, luisant, sa bouche brillante de vin. Mais ce n'est pas l'alcool qui m'a frappé. C'était cette facilité, cette aisance à me réduire en spectacle. Comme si, après toutes ces années, j'étais devenue une chose interchangeable, une épouse à objet qu'on propose pour amuser les autres, comme une plaisanterie grasse qu'on lance au milieu d'une fête. Mais je l'ai regardé sans parler. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mes yeux à cet instant. Peut-être que, pour la première fois, il n'a pas vu la femme qui s'excuse, ni celle qui arrange, ni celle qui sourit pour préserver les apparences. Il a vu autre chose. Une absence de soumission, une clarté glacée, et son rire a tremblé. Autour de nous, les invités ne savaient plus où poser leur regard. Certains hommes faisaient semblant de ne pas comprendre, comme si le ridicule était plus confortable que la vérité. D'autres riaient encore, par réflexe, par lâcheté, comme on applaudit une humiliation quand on ne veut pas être le prochain. Les femmes, elles, avaient ce visage particulier, celui qui comprend, celui qui sait ce que coûte une vie à encaisser. Je me souviens de la main de mon mari, toujours posée sur mon épaule, trop lourde, trop possessive, comme un rappel muet de son pouvoir. Je l'ai senti, ce poids alla, jusqu'aux os. Et dans cette seconde, j'ai entendu une autre voix, plus ancienne, plus profonde, une voix que j'avais trop longtemps étouffée. Assez. J'ai pris une inspiration lente. Les bruits de la salle me semblaient lointains, comme si j'étais sous l'eau. Je voyais les détails avec une précision cruelle. La nappe blanche tachée de sauce, une bougie qui coulait, une guirlande dorée accrochée de travers, les doigts d'une jeune femme crispés autour de son verre. Et au centre de tout, mon mari, sûr de lui, persuadé que j'allais rire comme d'habitude, ou baisser les yeux, ou murmurer « Oh, arrête !» Mais je n'ai pas ri, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé encore, longtemps, jusqu'à ce que son sourire se fige. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que la salle ne lui appartenait plus, que je n'étais plus son accessoire. J'ai vu, alors, une chose que je n'avais presque jamais vue chez lui, la peur. Pas la peur de m'avoir blessé, non. La peur de perdre le contrôle. La peur que, devant témoin, je sorte du rôle qu'il m'avait assigné. Quelqu'un a essayé de relancer la musique, de remplir un silence trop lourd. Mon mari a toussé, et a levé son verre, comme pour reprendre la main. Allez! C'était pour rire. On ne peut plus plaisanter. Maintenant, il cherchait des alliés. Il cherchait des rires pour couvrir son geste. Mais il y avait quelque chose d'irréversible dans l'air, dans ma poitrine aussi. Ce n'était pas une colère bruyante. C'était un déclic, net, presque tranquille, comme une serrure qui s'ouvre. Je me suis entendu penser, très clairement, s'il m'a vendu en mots ce soir, c'est qu'il m'a déjà vendu ailleurs, autrement. Et cette pensée m'a traversée comme une lame. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore par quel papier, quel compte, quelle manœuvre. Je savais seulement ceci. Ce soir, Allah, il venait de se trahir. Et je venais, moi, d'ouvrir les yeux. Quand je suis rentrée ce soir Allah, bien après la fête, la maison m'a paru étrangère. Pourtant, c'était moi qui l'avais tenue debout pendant des décennies.
Les murs étaient les mêmes, les meubles aussi, mais quelque chose avait glissé, comme si le passé venait de perdre son vernis. J'ai posé mon sac, retiré mes chaussures sans bruit. Mon mari est rentré plus tard, bruyant, encore plein de cette assurance fausse qui lui collait à la peau depuis des années. Je n'ai rien dit. Je me suis couchée de mon côté du lit, le regard fixé au plafond, incapable de dormir. Les souvenirs ont alors commencé à remonter, sans que je les appelle. Je nous ai revus jeunes. Lui, mince, les cheveux encore noirs, un peu trop sûr de lui déjà, mais charmant. Moi, avec mes rêves simples, et cette confiance naïve que j'avais dans les promesses. Nous nous étions rencontrés lors d'un bal d'été, dans une salle communale décorée de guirlandes en papier. Il m'avait invité à danser comme on invite à une aventure, avec un sourire franc et une main tendue. J'avais dit oui sans hésiter. À l'époque, j'aimais cette façon qu'il avait de décider vite, de parler fort, de prendre de la place. Je croyais que c'était de la force. Les premières années ont été pleines d'efforts et d'espoir. Nous n'avions pas grand-chose, mais je ne manquais de rien. J'ai travaillé, puis arrêté pour les enfants. J'ai appris à faire durer les repas, à repriser les vêtements, à consoler les chagrins. J'ai mis mes ambitions dans une boîte invisible, en me disant que ce n'était pas un renoncement, mais un choix. Chaque naissance était une promesse. Chaque Noël, une victoire. La maison se remplissait de rires, de disputes aussi. Mais je croyais à cet équilibre fragile, qu'on appelle une famille. Je me souviens de la première fois où j'ai senti une fissure. Rien de spectaculaire. Une remarque, un soir, devant des amis. Elle exagère toujours un peu, tu sais comment elle est. J'avais souri, comme on sourit quand on ne veut pas déranger. Puis il y en a eu d'autres. Des plaisanteries sur ma lenteur, sur mes oublis. C'est l'âge, disait Aïl en riant. Les enfants riaient parfois avec lui, sans malice, croyaient à jeu. Je me disais que c'était normal, que le temps faisait son œuvre, que je devais m'adapter. Les années ont passé, les enfants sont partis. Le silence a pris plus de place dans la maison. J'ai continué à faire ce que je savais faire. Tenir, organiser, apaiser. Lui, en revanche, a changé sans que je m'en rende compte tout de suite. Il parlait de plus en plus de son argent, de ses décisions. Comme si tout ce que nous avions construit ensemble lui appartenait naturellement. Quand je le contredisais, même doucement, il soupirait, levait les yeux au ciel, comme si je l'ennuyais. Je me revois encore, un dimanche après-midi, assise dans le salon, à regarder une vieille photo de famille. Nous étions tous là, serrés les uns contre les autres, souriants. Je m'étais demandé à quel moment exact le bonheur avait commencé à se dissoudre. Il n'y avait pas eu de drame, pas de cris, juste une lente érosion, une accumulation de petites choses qu'on pardonne trop facilement quand on a appris à aimer sans condition. Ce soir, dans le lit conjugal, après la fête, tous ces souvenirs se sont enchaînés comme des pièces d'un puzzle que je refusais jusqu'à là d'assembler. Je comprenais enfin que ce que j'avais pris pour de la fatigue ou de la maladresse était, peut-être autre chose, une habitude de me diminuer, de me faire disparaître, doucement. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Une lumière orangée éclairait le trottoir. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été, à celle qui croyait que le respect allait de soi, qu'il n'avait pas besoin d'être défendu. J'ai senti une tristesse profonde, mais aussi une lucidité nouvelle. Ce n'était pas seulement la fête qui m'avait blessée, c'était toute une vie de concessions silencieuses qui, soudain, me revenait en pleine figure. Je n'avais encore aucun plan, aucun mot précis pour nommer ce que je ressentais. Mais une certitude s'installait, lentement, obstinément. Ma vie ne pouvait pas se résumer à ce rôle d'ombre aimable, toléré, tant que je ne dérangeais pas. En revisitant mon passé, je ne cherchais pas à m'y réfugier. Je cherchais à comprendre. Et comprendre, cette nuit était déjà une forme de réveil. Les jours qui ont suivi ont repris leur cours en apparence, mais quelque chose avait changé dans ma façon de regarder le monde. Ce que j'avais autrefois laissé passer sans y penser, me sautait désormais aux yeux. Les humiliations n'étaient plus des accidents. Elles formaient une langue. Une grammaire précise, répétée, presque méthodique. Au petit déjeuner, il corrigeait mes phrases devant les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on dit, lançait Aïl avec ce sourire condescendant que je connaissais trop bien. Quand je racontais une anecdote, il m'interrompait pour rectifier, comme si ma mémoire n'était plus fiable. Je me taisais alors, par réflexe,
laissant ma phrase mourir au milieu de la table. Personne ne la reprenait. Il y avait aussi ces regards, pas toujours méchants, mais lourds. Quand je prenais un peu plus de temps pour me lever, pour comprendre une remarque, pour retrouver un mot, il soupirait, un soupir, bref, presque imperceptible, mais suffisamment clair pour me rappeler que j'étais devenu un poids. Un ralentissement, un embarras. Les enfants passaient parfois le week-end. Je faisais de mon mieux pour leur préparer leur plat préféré, comme avant. Mais même là, les remarques glissaient. Tu as mis trop de sel? Tu devrais te reposer, maman. Tu fatigues. Des phrases dites sur un ton faussement tendre, qui me donnaient l'impression d'être déjà cataloguée comme fragile, dépassée. J'encaissais. Toujours. Parce que répondre aurait signifié reconnaître qu'il y avait un problème. Et reconnaître un problème, c'était risquer de fissurer l'image de la famille. Ah, je me souviens d'un déjeuner en particulier. Nous étions tous autour de la table, et je me suis levée pour chercher un plat oublié dans la cuisine. Mon mari a plaisanté. Laissez, mais beau, elle va encore se tromper de casserole. Les rires ont fusé. Pas méchant, sans doute. Mais aucun n'était pour moi. Je me suis figée une seconde, dos tourné, la main sur le plan de travail. J'ai respiré profondément avant de revenir, le sourire collé au visage, comme un masque trop serré. C'est ainsi que je suis devenue invisible. Pas du jour au lendemain. Lentement. À force d'être interrompue, corrigée, gentiment moquée. On ne me demandait plus mon avis. On décidait pour moi. On parlait de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Elle n'aime pas trop ça. Elle ne comprendra pas. Comme si j'étais déjà absente. Je me disais que c'était l'âge. Que je devais faire preuve de patience. Que les rôles s'inversaient naturellement. Après tout, n'avais-je pas, moi aussi, décidé pour mes enfants quand ils étaient petits? Cette comparaison me rassurait, mais elle était fausse. On ne protège pas quelqu'un en le rabaissant. On ne l'aide pas en l'effaçant. Il y avait ces petites exigences, aussi. Toujours plus. Toujours sans merci. Je devais être disponible, mais pas trop présente. Serviable, mais silencieuse. Reconnaissante, surtout. Reconnaissante d'avoir encore une place à table, même si cette place se réduisait à vue d'œil. Quand je me trompais, même légèrement, il le soulignait aussitôt. Quand je réussissais, personne ne le remarquait. Le soir, seule dans la chambre, je repensais aux scènes de la journée. Je me demandais pourquoi je me sentais si fatiguée alors que je n'avais presque rien fait. La fatigue n'était pas physique. Elle venait de cette tension constante, de cette vigilance épuisante pour ne pas déranger, ne pas mal dire, ne pas mal faire, être irréprochable pour mériter un respect qui, pourtant, ne venait plus. Je me surprenais parfois à parler toute seule, à voix basse, pour vérifier que mes pensées existaient encore. Je notais mentalement des phrases que je n'avais pas osé dire, des réponses que j'avais rangées au fond de moi. La solitude n'était pas l'absence de gens, c'était l'absence d'écoute. Et pourtant, je continuais à me taire. Par peur, par habitude, par amour aussi, peut-être. L'amour qu'on a pour une vie entière, même quand elle vous écrase doucement. Je croyais encore qu'en faisant des efforts, en étant plus discrète, je pourrais retrouver une forme d'équilibre. Je ne voyais pas encore que ce silence-là nourrissait leur pouvoir. Ce n'était encore que des petites humiliations. Des détails, diraient certains. Mais je sentais confusément qu'elle préparait quelque chose de plus grave. Comme si, à force de m'avoir réduite à presque rien, il se donnait le droit d'aller plus loin. Et moi, au fond de cette invisibilité grandissante, je commençais à comprendre que me taire avait un prix. La goutte d'eau n'a pas fait de bruit. Elle n'a pas éclaboussé. Elle est tombée doucement, presque poliment, comme tout le reste. Et pourtant, c'est elle qui a tout changé. C'était un matin banal. Mon mari était sorti tôt, laissant derrière lui cette odeur de café froid et de tabac que je connaissais par cœur. Je rangeais des papiers dans le secrétaire du salon, celui où l'on entassait depuis des années les factures, les contrats, les lettres qu'on ne relisait jamais. Je cherchais un relevé ancien, rien de plus. Mes gestes étaient mécaniques, sans méfiance particulière. J'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais presque jamais. Et là, parmi des enveloppes jaunies, j'ai vu une feuille qui ne m'était pas destinée à être jue. C'était une copie, mal pillée, une procuration bancaire. Mon nom y figurait, mon prénom aussi, ma signature,
en bas de page. Une signature trop parfaite, trop assurée, comme si quelqu'un avait pris le temps de l'imiter avec soin. J'ai relu le document plusieurs fois, incapable d'y croire. Il autorisait mon mari à gérer seul un compte que je ne reconnaissais pas. Un compte ouvert, récemment, à mon nom, soit à 10 ans. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai dû m'asseoir. Le silence de la maison m'a paru soudain assourdissant. Ce n'était plus une remarque blessante. Ce n'était plus une plaisanterie lourde. C'était une trahison concrète, écrite, signée, du moins en apparence. Quelqu'un avait décidé, dans mon dos, de disposer de mes droits, de mon identité, de mon argent. J'ai senti une colère sourde monter, mêlée à une peur glacée. Et si tout avait déjà été fait? Et si je n'étais plus rien, même légalement? Je me suis levée lentement et j'ai fouillé le tiroir avec plus d'attention. D'autres papiers sont apparus, des relevés que je n'avais jamais vus, des courriers d'une banque différente de la nôtre. Tout était là, dissimulé sans grand soin, comme si l'on ne s'attendait pas à ce que je regarde, comme si l'on me croyait déjà trop faible, trop distraite, pour comprendre. Je me suis sentie humiliée d'une façon nouvelle, plus profonde. On ne se contentait plus de me ridiculiser en public, on tentait de m'effacer administrativement, de me transformer en silhouette, en nom sans voix. Cette pensée m'a donné la nausée. J'ai repensé à la fête, à cette phrase ignoble lancée devant témoins. Tout s'éclairait d'un jour cruel. S'il avait osé me proposer comme un objet ce soir-là, c'est qu'il se croyait déjà propriétaire de tout. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence, assise sur le bord de la baignoire. Pas longtemps. Les larmes sont sorties, puis se sont arrêtées net. Quelque chose s'est durci en moi. Une certitude. Ce n'était plus seulement ma dignité qui était en jeu. C'était ma survie. Mon avenir. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme âgée, oui, des rides, des cheveux gris, mais aussi un regard que je reconnaissais à peine, lucide, presque sévère. Je me suis dit, très calmement, ils ont franchi une ligne. Et cette phrase a eu sur moi l'effet d'un point final. Quand mon mari est rentré ce soir-là, j'ai agi comme d'habitude. J'ai préparé le dîner. J'ai répondu poliment. Je n'ai rien laissé paraître. Il parlait de projets, d'argent, de décisions à venir. Je l'écoutais, et chaque mot confirmait ce que j'avais compris le matin même. Il parlait comme un homme sûr de lui, persuadé que tout était déjà sous contrôle. Mais, à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé. Je n'étais plus la femme qui espère encore un retour en arrière. Je n'étais plus celle qui cherche des excuses. J'avais vu les papiers. J'avais vu la preuve. Et cette preuve me libérait paradoxalement de la peur. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, j'ai sorti un carnet que je n'utilisais plus depuis longtemps. J'ai noté la date. J'ai noté ce que j'avais trouvé. J'ai écrit lentement, méthodiquement, comme on pose les premières pierres d'un mur. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Mais je savais une chose essentielle. Je ne serais plus victime. La goutte d'eau avait débordé. Et, dans ce débordement silencieux, une autre femme venait de naître. Les nuits qui ont suivi ont été longues, immobiles, peuplées d'une lucidité douloureuse. Je me couchais tôt, comme d'habitude, mais le sommeil refusait de venir. À côté de moi, mon mari dormait d'un sommeil lourd, confiant, presque insolent. Je l'entendais respirer profondément, comme quelqu'un qui n'a rien à craindre. Moi, je regardais l'obscurité, les yeux grands ouverts, et chaque pensée semblait en appeler une autre, plus précise, plus tranchante. Je repassais la scène du tiroir, la feuille, la signature imitée. Je revoyais son rire à la fête, sa phrase lancée comme un défi. Tout s'assemblait enfin. Ce n'était pas une suite de maladresses ou de mots malheureux. C'était une stratégie lente, patiente, m'effacer un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que je ne sois plus en mesure de me défendre. Cette prise de conscience m'a coupé le souffle. Et pourtant, elle m'a aussi étrangement apaisée. Nommer les choses, c'était déjà reprendre du terrain. Je me levais parfois au milieu de la nuit. Je m'asseyais à la table de la cuisine, sans allumer la lumière, pour ne pas le réveiller. J'écoutais le tic-tac de l'horloge, ce bruit régulier qui me rappelait que le temps continuait. Avec ou sans moi, je priais, mais pas comme avant. Ce n'étaient plus des prières pour que tout s'arrange, pour que quelqu'un change. C'étaient des prières de clarté. Aide à moi à voir juste. Aide à moi à ne pas me tromper.
J'ai commencé à noter des détails, des phrases exactes qu'il avait prononcées, des dates, des sommes évoquées au détour d'une conversation. Je découvrais une concentration que je ne me connaissais plus. Comme si, après des années à m'effacer, mon esprit reprenait sa place. Chaque note était une preuve contre l'oubli, contre cette tendance que j'avais eue toute ma vie à minimiser ce qui me faisait mal. Le doute revenait parfois, sournois. Et si je me trompais? Et si j'exagérais? Cette voix Allah, je la connaissais bien. Elle portait le timbre de toutes les concessions passées. Mais désormais, je lui opposais les faits, les papiers, les incohérences. Et le doute reculait, un peu plus chaque jour. Un matin, après une nuit presque blanche, j'ai pris une décision simple, mais lourde de conséquences. Je ne lui parlerai pas de ce que j'avais découvert. Pas encore. Le confronter aurait été inutile, dangereux même. Il aurait nié, retourné la situation, peut-être accéléré ses manœuvres. Non. Cette fois, je devais penser comme quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui anticipe. Je commençais à chercher des informations, discrètement. À la bibliothèque municipale, sur un ordinateur que personne ne regardait. Chez une voisine, sous prétexte d'un café, je lisais des articles sur les abus de confiance, sur les procurations, sur les droits des conjoints âgés. Chaque mot nouveau était une pièce de plus dans un puzzle que je construisais en silence. Je découvrais que la loi n'était pas seulement un langage froid et inaccessible, elle pouvait aussi être un refuge. Un après-midi, j'ai pris rendez-vous avec un professionnel, sans même savoir encore lequel exactement. J'ai dit à mon mari que j'allais chez le médecin. Il n'a pas posé de questions. Cette indifférence m'a blessée, mais elle m'a aussi donné une liberté nouvelle. Je marchais dans la rue avec une sensation étrange, celle d'avancer seule, mais droite. L'entretien a été bref, presque administratif. Je n'ai pas tout raconté. J'ai posé des questions générales. J'ai écouté attentivement. En sortant, je tremblais un peu. Pas de peur, mais d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait répondu sans me couper, sans me corriger, sans me regarder comme une femme dépassée. J'étais redevenue une personne à part entière. Les nuits suivantes, j'ai mieux dormi. Pas longtemps, mais plus profondément. Mon esprit travaillait encore, mais il travaillait avec un but. Je n'étais plus seulement en train de subir une injustice. J'étais en train de me préparer. Lentement. Méthodiquement. Sans éclat. Je ne savais pas encore exactement jusqu'où j'irais. Je ne pensais pas en termes de vengeance. Je pensais en termes de survie, de dignité, de limites à poser enfin. Une chose était certaine. Je n'étais plus seule face à mes pensées. J'avais commencé à transformer l'insomnie en vigilance, la peur en réflexion. Et dans ce silence nocturne, entre deux battements d'horloge, une conviction s'installait, solide, presque rassurante. Comprendre était devenu mon arme la plus sûre. La décision était prise. À partir de ce moment-là, chaque geste devait être précis, mesuré, irréprochable. Il ne s'agissait pas d'agir dans la colère, mais dans la clarté. Je continuais à jouer mon rôle à la maison, celui que l'on attendait de moi depuis des années. Discrète, docile, presque absent, ce masque me protégeait. Derrière lui, je préparais mon départ intérieur. J'ai commencé par prendre rendez-vous chez un notaire, dans une ville voisine, loin de nos habitudes. J'ai dit à mon mari que j'allais voir une amie malade. Il n'a pas vérifié. Chut, il ne vérifiait plus rien me concernant. Au cabinet, j'ai parlé lentement, sans dramatiser. J'ai présenté les faits, les papiers, les dates. Le notaire a froncé les sourcils. Il m'a écouté jusqu'au bout. Puis il m'a expliqué, calmement, ce que je pouvais faire. Ce que j'avais le droit de faire. J'ai senti une force tranquille m'envahir. La loi reconnaissait encore mon existence. Les semaines suivantes ont été rythmées par ces rendez-vous discrets. J'ai fait annuler les procurations frauduleuses. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul, dans un établissement où personne ne me connaissait. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légalement, sans bruit, sans annonce. Chaque signature était un soulagement. Chaque document tamponné, une pierre posée sur le chemin de ma reconstruction. La maison, ensuite. Cette maison que j'avais tant aimée, tant entretenue, et qui était devenue une cage silencieuse. Avec l'aide du notaire, j'ai compris que je pouvais la mettre en vente. L'idée m'a d'abord serré la gorge. Tant de souvenirs,
Tant de concessions entre ces murs. Mais je savais que rester serait me condamner à disparaître lentement. J'ai signé le mandat de vente d'une main ferme. En sortant de l'agence, j'ai respiré profondément, comme après une longue apnée. À la maison, je ne changeais rien. Je continuais à préparer les repas, à répondre par des phrases courtes, à hocher la tête. Mon mari parlait de projets, de dépenses à venir, convaincu que tout lui appartenait déjà. Je l'écoutais avec une attention nouvelle, notant mentalement chaque contradiction, chaque excès de confiance. Il me croyait vaincu. Cette certitude était ma meilleure alliée. J'ai aussi rédigé un testament, un vrai, clair, sans ambiguïté. Pas pour punir, mais pour protéger ce qui me restait de volonté. J'y ai inscrit mes choix, mes limites, mes décisions. En signant, j'ai ressenti une émotion inattendue, une paix grave, presque solennelle. Je ne laissais plus mon avenir au hasard, ni à la bonne volonté des autres. Parfois, le doute revenait. Le soir, seul dans la salle de bain, je me regardais dans le miroir et je me demandais si je n'allais pas trop loin, si tout cela était nécessaire. Puis je repensais à la signature imitée, à la phrase criée à la fête, au regard méprisant. Et le doute se taisait. Ce que je faisais n'était pas une revanche. C'était une mise à l'abri. Les jours passaient. Les démarches avançaient. Tout se faisait dans le respect strict des règles. Je tenais à cela plus que tout. Je voulais pouvoir me regarder en face, quoi qu'il arrive. Je n'avais rien volé. Rien caché illégalement. Je reprenais simplement ce qui m'avait été confisqué à force de silence. Un soir, en rangeant mes papiers dans une chemise discrète, j'ai pris conscience d'une chose essentielle. Je n'avais plus peur. Pas cette peur sourde qui m'accompagnait depuis des années. À sa place, il y avait une vigilance calme, une détermination tranquille. J'avais cessé d'attendre un changement de sa part. J'étais devenue actrice de ma propre protection. Mais il continuait à me croire soumise, à me croire acquise. Cette erreur serait la dernière. Moi, j'avançais, lentement, sûrement, vers un point de non-retour. Et derrière ce masque de docilité, je préparais la seule réponse possible à tant d'années d'effacement. Une sortie digne, légale, irréversible. Le moment est arrivé sans fracas. Pas de scène spectaculaire, pas de cri, au départ. Juste une fissure, puis l'effondrement. C'était un jeudi après-midi. Il faisait gris, un de ces jours sans relief qui donnent l'illusion que rien d'important ne peut s'y produire. Mon mari est rentré plus tôt que prévu. Je l'ai entendu poser ses clés avec une brutalité inhabituelle. Il a traversé le salon sans me regarder, puis il est revenu sur ses pas, le visage fermé, un papier froissé à la main. « C'est quoi, ça ?» a-t-il lâché, sans même me saluer. J'ai reconnu tout de suite la lettre de la banque, celle qui confirmait la clôture d'un compte et le transfert des fonds. Il tremblait légèrement. Pas de rage encore. Quelque chose de plus primitif. La panique. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de poser ma tasse de thé sur la table. Ce silence l'a désarmé plus sûrement que n'importe quel mot. « Tu savais ?» a-il insisté. « Tu as fait ça derrière mon dos ?» Derrière mon dos. L'ironie m'a traversé comme un éclair froid. J'ai simplement dit « J'ai fait ce qui était légalement nécessaire. » Il a blêmi. Il s'est assis sans y être invité. Puis il s'est relevé aussitôt, faisant les 100 pas dans la pièce. Il parlait vite maintenant. Trop vite. « Tu n'avais pas le droit. » Enfin si, mais on aurait dû en parler. Tu comprends rien à ces choses-là. Les phrases se bousculaient, se contredisaient. L'assurance avait disparu. L'homme qui, quelques semaines plus tôt, m'avait proposé comme une plaisanterie, au milieu du nez, faite, cherchait désormais ses mots comme un enfant pris en faute. Quand il a compris que la maison était aussi concernée, quelque chose s'est brisé en lui. « Tu plaisantes ? Tu ne peux pas vendre la maison. C'est ma maison. » Sa voix est montée d'un cran, stridente. Il attendait que je recule, que je m'excuse, que je dise que tout cela était un malentendu. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai expliqué, sans hausser le ton, que la vente était engagée, que les actes étaient signés, que les fonds seraient répartis selon le droit. Chaque mot était posé, précis. Je parlais comme je ne l'avais jamais fait avec lui, sans justification inutile, sans peur. Il a crié, alors. Il a nié. Il a dit que j'étais manipulée, que quelqu'un m'avait monté contre lui.
Il a parlé des enfants, de la honte, du quand Nadira athée à on. Puis, comme souvent chez les hommes qui perdent le contrôle, il a changé de registre. Sa voix s'est cassée. Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié. Juste une distance nette. Ce qu'il appelait tout ce qu'il avait fait pour moi, je l'avais payé de décennies de silence. Les enfants ont appelé dans la soirée. Quelqu'un avait parlé. Les versions se mélangeaient déjà. J'entendais dans leur voix la surprise, puis l'inquiétude. Certains tentaient de comprendre. D'autres prenaient parti sans poser de questions. Je répondais peu. Je n'expliquais plus. Je savais que ce n'était plus mon rôle de convaincre. Les jours suivants ont été un tourbillon pour eux. Réunions improvisées, discussions tendues, accusations croisées. Mon mari oscillait entre la colère et la supplication. Un jour, il me reprochait de détruire la famille. Le lendemain, il me promettait de changer, de réparer, de faire des efforts. Chaque promesse arrivait trop tard. Elle sonnait creux, comme une monnaie usée. Moi, je continuais à vivre dans la maison, encore quelques semaines, comme une étrangère de passage. Je faisais mes cartons lentement. Je triais ce que j'emportais et ce que je laissais. Chaque objet abandonné était un allègement. Chaque souvenir rangé, une page tournée. Il y a eu un dernier face-à-face, un soir. Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait encore une faille. « Tu ne dis rien ?» a-il murmuré. « Tu pourrais au moins me dire pourquoi. » Oh, j'ai hésité une seconde. Puis j'ai compris que la réponse ne changerait rien. Qu'elle ne servirait qu'à le rassurer, lui, en lui donnant l'illusion qu'il comprenait. Alors je suis restée silencieuse. Ce silence-là n'était plus une soumission, c'était un constat. Le piège s'était refermé, sans violence, sans éclat. Simplement parce que, pour une fois, je n'avais pas cédé. Et dans ses yeux affolés, j'ai vu clairement ce qui l'effrayait le plus. Il venait de perdre un pouvoir qu'il croyait acquis pour toujours. Après la confrontation, tout s'est accéléré pour eux, et tout a ralenti pour moi, comme si nos temps s'étaient soudain désaccordés. La maison, autrefois silencieuse à force d'évitement, s'est remplie de voix nerveuses, d'appels répétés, de portes qui claquaient. Les téléphones sonnaient sans cesse. On parlait fort dans la cuisine, à voix basse, dans le salon, comme si les murs pouvaient encore prendre parti. Les enfants ont commencé à venir plus souvent, pas pour moi, du moins pas au début. Ils venaient pour comprendre, pour vérifier, pour mesurer l'étendue du désastre. Chacun arrivait avec sa version, son indignation choisie, sa peur personnelle. Certains me regardaient comme une étrangère, d'autres comme une coupable, très peu comme une mère. Mon mari racontait sa vérité, la sienne, déformée, dramatique. Il disait que je l'avais trahi, que j'avais agi dans son dos, que j'étais influencée. Il se posait en victime d'une femme soudain devenue froide, presque cruelle. Cette inversion m'aurait autrefois anéantie. Elle me laissait désormais presque indifférente. Je savais combien il était facile de raconter une histoire quand on avait toujours tenu le micro. Les discussions dégénéraient vite. Les reproches fusaient. Les anciens accords tacites volaient en éclats. On se rappelait de vieilles rancœurs, de petites jalousies jamais digérées. Des alliances se faisaient et se défaisaient au fil des heures. J'observais tout cela de loin, assise dans un coin, souvent silencieuse. Personne ne me demandait vraiment ce que je ressentais. Et c'était peut-être mieux ainsi. Un soir, l'un des enfants a fini par craquer. Les mots sont sortis trop vite, trop fort. Il a parlé d'argent, d'héritage, de ce qui avait été promis, de ce qui ne le serait peut-être plus. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement la maison qui s'effondrait. C'était l'équilibre fragile de leurs attentes. Le confort de croire que tout était acquis. Que je resterais, comme toujours. Un socle immobile sur lequel on pouvait compter sans jamais regarder en bas. Les vérités se sont mises à remonter, une à une. Des comptes ouverts, sans m'en parler. Des décisions prises pour mon bien. Des conversations tenues à mon sujet, en mon absence. Comme si j'étais déjà incapable de comprendre. Certains se sont défendus maladroitement. D'autres ont gardé le silence, conscients soudain de leur propre lâcheté. Le mot abus n'a jamais été prononcé. Il flottait pourtant dans l'air, lourd, impossible à ignorer. D'un seul moi, je continuais à préparer mon départ. Les cartons s'empilaient dans la chambre. Je triais les photos, les lettres, les objets,
Je choisissais ce qui méritait de m'accompagner encore, et ce qui pouvait rester derrière. Chaque tri était une forme de détachement. Je n'éprouvais plus le besoin de me justifier. Les actes parlaient pour moi, et ils parlaient clairement. Un matin, j'ai entendu mon mari pleurer dans la cuisine. Pas des sanglots bruyants. Quelque chose de contenu, presque honteux. J'ai senti une pointe de tristesse me traverser. Nous avions partagé une vie. Mais cette tristesse n'était plus un frein. Elle n'était qu'un constat. La fin n'est jamais propre, même quand elle est nécessaire. Les enfants ont fini par comprendre que rien ne reviendrait en arrière. Certains ont pris leur distance. D'autres ont tenté de négocier, de proposer des compromis tardifs. Trop tard. Des compromis n'ont de sens que lorsqu'ils sont offerts avant la rupture, pas quand ils cherchent à la colmater. Je suis devenue, à leurs yeux, imprévisible. Et c'est peut-être cela qui les a le plus déstabilisés. Toute ma vie, j'avais été constante, fiable, lisible. Désormais, je n'entrais plus dans leur schéma. Je ne criais pas. Je ne pleurais plus devant eux. Je ne suppliais pas. Je faisais ce que j'avais à faire, point. Le jour où j'ai quitté la maison pour la dernière fois, personne ne m'a accompagné. Les tensions étaient trop vives, les positions trop figées. J'ai fermé la porte doucement. Je me suis retournée une seconde, non pas par regret, mais pour m'assurer que je n'oubliais rien d'essentiel. Je n'avais plus rien à prouver. Derrière moi, la famille continuait à se débattre dans ses propres contradictions, ses non-dits enfin exposés. Devant moi, il y avait l'inconnu. Un inconnu calme, presque accueillant. Je n'étais plus au centre du chaos. J'en étais sortie. Et, pour la première fois depuis longtemps, ce détachement n'était pas une fuite. C'était une conséquence. Le nouvel endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Un appartement modeste, lumineux, posé face à la mer comme une promesse discrète. Les premiers jours, j'ai surtout écouté le silence. Un silence différent de celui de la maison d'avant. Pas un silence pesant, rempli de non-dits, mais un silence ouvert, respirable. Le matin, la lumière entrait sans demander la permission. Personne ne commentait ma lenteur. Personne ne décidait à ma place. J'ai commencé par des gestes simples, déballer quelques cartons, choisir ou poser une photo, ou accrocher un manteau. J'ai laissé beaucoup de choses dans les boîtes. J'avais compris que posséder moins, c'était aussi se libérer. Les souvenirs que j'emportais n'étaient pas les plus brillants, mais ceux qui m'avaient construite sans me réduire. Une vieille tasse ébréchée. Un livre à noter. Une écharpe tricotée il y a longtemps, quand j'avais encore le temps de m'asseoir sans culpabiliser. Les premiers jours, je sortais peu. J'observais la mer depuis la fenêtre. Les vagues me rappelaient quelque chose d'essentiel. Elles avancent, se retirent, reviennent encore, sans jamais demander la permission. Cette régularité m'apaisait. Je prenais mon café lentement, en regardant les passants, inconnus et indifférents, et cette indifférence me faisait du bien. Ici, personne ne savait qui j'étais censé être. Peu à peu, j'ai repris goût aux petites choses. Aller au marché, choisir des fruits, juste parce qu'ils me plaisaient, m'asseoir sur un banc, sans me presser. J'ai échangé quelques mots avec des voisins, des phrases simples, sans enjeu. Une femme m'a souri en me demandant si j'étais nouvelle dans le quartier. J'ai dit oui. Ce mot avait un goût particulier. Nouvelle. À mon âge, je ne l'avais jamais prononcé pour moi à même. Les nuits ont changé, elles aussi. Je dormais mieux. Pas longtemps, mais profondément. Quand je me réveillais, ce n'était plus avec cette boule au ventre, cette anticipation des reproches à venir. C'était avec une sensation étrange, celle d'être responsable de mon temps. Si je voulais rester au lit, je restais. Si je voulais me lever tôt pour marcher le long de l'eau, je le faisais. Cette liberté, je ne l'avais jamais vraiment connue. Il m'est arrivé de penser à eux, à la maison vendue, aux enfants dispersés dans leur rancœur, à mon mari, seul face à un pouvoir qu'il ne maîtrisait plus. Ces pensées venaient sans prévenir, comme des courants froids. Elles apportaient parfois une pointe de tristesse. On ne sort pas indemne d'une vie entière partagée. Mais la tristesse ne me paralysait plus. Elle passait, comme une vague de plus. Je me suis interrogée sur le pardon. Longtemps, je l'avais confondu avec l'oubli ou la soumission. Ici, face à la mer, j'ai compris autre chose. Pardonner ne signifiait pas revenir en arrière, ni justifier. Pardonner, peut-être,
C'était accepter que ce qui avait été ne pouvait plus être changé, et choisir de ne pas y rester enfermé. Je n'étais pas encore prête à tout pardonner. Mais je pouvais déjà choisir la sérénité plutôt que la rancune active. J'ai commencé à écrire de nouveau, sans but précis. Des phrases courtes, des impressions. Pas pour raconter mon histoire, mais pour me rappeler que j'existais en dehors d'elle. Chaque ligne était une manière de me réapproprier ma voix. Je n'écrivais plus pour expliquer, ni pour convaincre. J'écrivais pour moi. Un soir, en rentrant d'une promenade, j'ai réalisé quelque chose de simple et de vertigineux à la fois. Je n'attendais plus rien d'eux, ni excuse, ni reconnaissance, ni réparation symbolique. Ce détachement n'était pas une victoire bruyante. C'était une paix discrète, patiemment construite. La mer continuait son va-et-vient. Les jours se succédaient, semblables et différents à la fois. Et dans cette régularité tranquille, je sentais s'installer une certitude nouvelle. Mais ma vie ne se résumait plus à ce que j'avais perdu, mais à ce que je choisissais désormais de vivre. Le dernier matin est arrivé sans solennité. Pas de date à retenir, pas de geste symbolique. Juste une lumière pâle qui entrait par la fenêtre et dessinait des ombres douces sur le mur. Je me suis levée lentement, comme toujours, et j'ai préparé mon café. Le bruit familier de l'eau qui chauffe m'a apaisée. Je n'avais plus besoin de me presser. Le temps m'appartenait enfin. Je me suis assise près de la fenêtre, face à la mer. Elle était calme ce jour, là, presque immobile. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, sans chercher à en faire un bilan exact. Les souvenirs venaient par fragments. Une phrase criée lors d'une fête, une signature imitée, des regards fuyants, des silences trop longs. Autrefois, ces images m'auraient serré la gorge. Ce matin, là, elles me semblaient lointaines, comme si elles appartenaient à une autre femme. Ouais, je ne me suis pas demandé si j'avais bien fait. Cette question ne me hantait plus. J'avais agi pour me protéger, pour rester debout. Il n'y avait rien à justifier. J'ai compris que le besoin de validation était le dernier lien qui me retenait encore à cette vie d'avant. En le laissant tomber, j'avais gagné quelque chose de précieux. Une forme de paix sans témoin. Je me suis surprise à penser à celle qui, quelque part, vivait encore ce que j'avais vécu. Les femmes qui se taisent parce qu'elles ont appris à être raisonnables, à ne pas faire de vagues, à préserver une harmonie qui ne les impue plus vraiment. Celles qui confondent la patience avec l'effacement, et la loyauté avec le renoncement. Je n'avais pas de leçon à leur donner. Seulement un écho. Si je pouvais leur parler, je ne leur dirais pas de se battre à tout prix. Je leur dirais d'écouter ce moment précis où quelque chose se brise à l'intérieur, non pas dans le bruit, mais dans une clarté soudaine. Ce moment où l'on comprend que continuer à se taire, ce n'est plus aimer, mais disparaître. Ce moment est discret, presque intime. Mais il est décisif. Je n'éprouvais ni triomphe, ni amertume, seulement une gravité calme. La vie ne m'avait pas rendu plus dur, elle m'avait rendu plus lucide. J'avais appris que la dignité ne se mendie pas. Elle se protège, parfois, au prix de ruptures définitives. Et que le courage n'est pas toujours dans le cri ou l'affrontement, mais dans la constance silencieuse d'un choix, tenu jusqu'au bout. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre. L'air marin est entré doucement, portant avec lui une odeur de sel et de renouveau. J'ai respiré profondément. À mon âge, je n'attendais plus de grands bouleversements. Je n'en avais plus besoin. J'avais retrouvé quelque chose de plus essentiel, la possibilité d'être en accord avec moi-même. Je savais que certaines blessures resteraient, qu'on ne tourne pas totalement la page de plusieurs décennies partagées. Il y aurait toujours une nuance de mélancolie, une trace de ce qui aurait pu être différent. Mais cette mélancolie n'était plus un poids. Elle faisait partie du paysage, comme les nuages au-dessus de la mer. Avant de refermer la fenêtre, j'ai murmuré, non pas comme une revendication, mais comme une vérité apprise lentement, douloureusement, patiemment. Le silence peut aussi être une forme de justice.